J'ai hérité d'une cabane en ruine, mon frère d'un penthouse. J'ai transformé ma part en un lodge de luxe. Ma mère m'a donné 48 tâches pour partir et le céder à mon frère. Mais à son arrivée, le choc fut immense pour lui. La lourde porte en chêne massive de mon lodge principal ne s'est pas contentée de s'ouvrir. Elle a été poussée avec une telle violence que la poignée en laiton a claqué contre le mur de pierre. Le bruit a résonné sous le haut plafond en cèdre comme un coup de feu. Je me tenais derrière l'îlot de cuisine, versant une tasse de café noir. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas levé les yeux tout de suite. J'ai écouté le claquement sec et agressif de talons aiguilles de créateurs frappant mon sol en pierre naturelle chauffée. Je connaissais cette démarche. C'était la marche d'une femme qui croyait que le monde existait entièrement pour sa commodité. Ma mère, Chloé, s'est arrêtée à exactement 1,5 mètre de moi. Elle a regardé le vaste espace de vie à air ouverte, les baies vitrées donnant sur le lac privé, les meubles en cuir sur mesure. Ses yeux ne contenaient pas une once de fierté. Ils contenaient une avidité pure et non adultérée. Elle m'a regardé à nouveau, ses lèvres pressées en une ligne mince et serrée. Elle n'a pas dit bonjour. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle a prononcé sa sentence comme un juge rend un verdict, fais tes valises, Marc. Tu as 48 heures. Célian va y tenir la retraite de son entreprise. Nous ne pouvons pas laisser le garçon d'entretien traîner. Si vous avez déjà dû rester parfaitement immobile, mordre l'intérieur de votre joue jusqu'à sentir le cuivre et ravaler votre propre rage, parce que les gens qui étaient censés vous aimer essaient de vous arracher tout ce que vous avez construit de vos propres mains, alors restez avec moi. Mon nom est Marc. J'ai 34 ans. Je suis architecte, bâtisseur, un homme qui préfère le calme des bois au bruit de la ville. J'ai regardé la femme debout dans ma cuisine. Ma mère, Chloé, a toujours été une maîtresse de la cruauté administrative. Elle ne crie pas. Elle ne jette pas de choses. Elle vous détruit avec un ton calme et condescendant et une main parfaitement manucurée. Elle porte des vêtements qui coûtent plus cher que mon premier camion. Elle assiste à des galas de charité et parle de valeurs familiales. Derrière des portes closes. C'est une marionnettiste qui utilise la culpabilité, l'obligation et le contrôle financier absolu pour maintenir tout le monde dans ses cases désignées. Ma case était le sous-sol. Mon frère aîné, Célian, eh bien, sa case était un penthouse dans le ciel. J'ai pris une lente gorgée de mon café. La vapeur s'élevait entre nous. Je n'ai pas argumenté. Argumenter avec un narcissique, c'est comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. Ils se nourrissent de votre réaction émotionnelle. Ils ont besoin de vous voir craquer. J'ai appris il y a longtemps que le seul moyen de survivre à ma mère était de ne lui donner absolument rien. Pas de colère, pas de larmes, pas de défense. Je l'ai juste regardée. Elle détestait le silence. Elle a croisé les bras, son parfum coûteux se heurtant terriblement à l'odeur naturelle du cèdre et du pin dans la pièce. Je veux dire, Marc, a-t-elle claqué, sa voix baissant d'un octave. Cet endroit est bien trop grand pour un homme seul qui joue dans la boue toute la journée. Célian fait face à un trimestre très stressant à Paris. Ses investisseurs doivent être séduits. Cette propriété est exactement ce dont la famille a besoin en ce moment. Tu videras tes affaires personnelles de la suite parentale d'ici demain soir. Tu peux rester dans le vieux cabanon à outils près de l'eau si tu dois absolument rester sur les lieux, mais je ne veux pas que tu parles aux invités de Célian. L'audace pure était presque belle. Elle croyait honnêtement qu'elle pouvait simplement entrer et réclamer un domaine de 5 millions d'euros parce qu'elle partageait mon ADN. Elle ne me voyait pas comme un fils, mais comme un entrepreneur non payé qui avait simplement gardé le siège au chaud pour le véritable héritier. J'ai posé ma tasse de café sur le comptoir en granit. La céramique a teinté doucement contre la pierre. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai réalisé quelque chose de profond. Je n'étais plus en colère. La colère s'était éteinte il y a des années. Ce qui l'avait remplacé était quelque chose de beaucoup plus froid, de beaucoup plus dangereux. C'était une clarté absolue, cristalline. Je savais exactement ce que j'allais faire. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés à cette confrontation dans la cuisine, vous devez comprendre l'histoire. Vous devez comprendre une pièce lambrissée d'acajou il y a 5 ans où les lignes ont été tracées et où j'ai été officiellement rayé de l'avenir de la famille. Il y a 5 ans, nous étions assis dans le bureau étouffant et formel de l'avocat de mon grand-père. Mon grand-père était un homme dur,
un industriel autodidacte qui avait bâti une petite fortune et qui avait ensuite passé le reste de sa vie à regarder sa fille, ma mère, la saigner lentement pour financer son style de vie de mondaine. Quand il est décédé, la lecture du testament était censée être une formalité. Nous savions tous qui était le favori. Mon frère Célian avait toujours été l'enfant chéri. Il était bruyant. Il portait des costumes de créateur. Il jouait au golf avec les bonnes personnes. Et il savait comment lécher les bottes de ma mère. J'étais l'opposé. Je portais des bottes de travail. Je détestais les clubs privés. Et je posais trop de questions inconfortables sur l'endroit où l'argent de la famille allait réellement. L'avocat, un homme plus âgé avec des lunettes à monture métallique, s'est éclairci la gorge et a lu les documents. À mon petit-fils, Célian, je laisse la somme de 2 millions d'euros en actifs liquides et le droit exclusif d'acheter la propriété de luxe située dans le Haut-Marais, à Paris, au fonds fiduciaire successoral. Ma mère rayonnait. Elle a même tendu la main et serré celle de Célian. Célian a souri, ajustant sa cravate en soie importée. Il m'a regardé de l'autre côté de la table avec un air de pure satisfaction suffisante. C'était le regard d'un homme qui venait de gagner une course qu'il n'avait même pas eu à courir. Puis l'avocat a tourné la page. À mon petit-fils, Marc, je laisse la parcelle isolée au bord du lac en Normandie, y compris la structure de la cabane originale sur la propriété. La pièce est devenue silencieuse. Même l'avocat avait l'air légèrement mal à l'aise. Tout le monde connaissait cette parcelle. C'était un véritable cauchemar. C'était 16 hectares de marécage, de bois envahi et une cabane en bois pourri qui avait été abandonnée depuis la fin des années 80. La fondation s'enfonçait dans la boue. Le toit s'était effondré. Le département avait condamné la structure 3 ans auparavant. Ce n'était pas un bien immobilier. C'était une énorme responsabilité. Les impôts fonciers à eux seuls étaient un fardeau, et le coût de défrichage du terrain était estimé à des centaines de milliers d'euros. C'était essentiellement une punition déguisée en héritage. Ma mère a laissé échapper un petit souffle amusé. Eh bien, a-t-elle dit, sa voix dégoulinant de fausse sympathie. C'est certainement approprié. Tu as toujours été du type robuste, Marc. Peut-être pourras-tu planter une tente. Mon oncle Thierry, qui était assis dans le coin comme un chien de salon loyal, a laissé échapper un rire sonore. Il s'est penché en avant. L'odeur de son eau de Cologne bon marché et entêtante a dérivé sur la table. Ça te va bien, Marc, a-t-il gloussé, se frottant le menton. Tu as toujours aimé jouer dans la boue. Maintenant tu as tout un marais dans lequel rouler. Ne va pas demander un prêt à ton frère quand le département te trouvera pour un toit effondré, mon garçon. Je n'ai pas dit un mot. J'ai pris le dossier contenant l'acte. Je me suis levé, j'ai poussé ma chaise et je suis sorti du bureau. Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis allé directement en Normandie. Quand j'ai vu la propriété pour la première fois, c'était pire que ce qu'ils avaient décrit. La cabane était une carcasse en putréfaction de bois et de métal rouillé. L'odeur de décomposition et de terre humide était écrasante. J'ai poussé la porte d'entrée, et elle est tombée de ses gonds dans un tas de feuilles mouillées. À l'intérieur, les planchers avaient complètement disparu. J'ai trouvé les squelettes de ratons laveurs et de moufettes qui s'étaient glissés à l'intérieur pour mourir. Le vent hurlait à travers les fissures des murs. Il faisait un froid glacial. C'était isolé et c'était à moi. Pendant les 2 premières années, j'ai vécu dans une caravane d'occasion garée sur la parcelle de terre la plus sèche que j'ai pu trouver. Les hivers étaient brutaux. Je me réveillais avec de la glace à l'intérieur de mes fenêtres. Pendant que mon frère postait des photos sur Instagram de lui en train de sabrer des bouteilles de champagne coûteux sur des bars en rooftop à Paris, je me tenais sous une pluie glaciale, arrachant du bois pourri avec un pied de biche. Mes mains étaient en permanence pleines d'ampoules. Mon dos me faisait constamment mal. Je travaillais 16 heures par jour, 7 jours par semaine. J'ai déblayé les débris seul parce que je ne pouvais pas me permettre d'embaucher une équipe. Mais je ne faisais pas que démolir. Je récupérais. J'ai sauvé chaque morceau de cèdre et de chêne ancien qui était encore structurellement sain. Je les ai empilés, je les ai séchés, je les ai traités. J'ai passé mes nuits près d'un petit chauffage au kérosène, apprenant l'ingénierie structurelle, l'architecture durable et la gestion écologique des terres. J'ai cartographié la nappe phréatique. J'ai testé le sol.
J'ai réalisé que le marais était en fait un bassin de filtration naturelle pour le lac Immaculé situé juste derrière la ligne d'arbres. La terre n'était pas morte. Elle attendait juste quelqu'un qui se souciait suffisamment de la comprendre. J'étais le bouc émissaire de ma famille. Cette terre était le bouc émissaire du marché immobilier. Nous nous comprenions parfaitement. Pendant que je me saignais à la tâche, ma famille vivait un mensonge soigneusement construit. Mon père Gabriel était un fantôme dans son propre mariage. C'était un homme tranquille qui avait rendu les armes il y a des décennies pour maintenir la paix avec ma mère. Il détestait les conflits. Il détestait le bruit. Il gérait les abus de ma mère en se taisant et en la laissant faire ce qu'elle voulait. Parfois, tard le soir, quand il savait que ma mère dormait ou était à un dîner de charité, il m'appelait. Le téléphone sonnait et je répondais depuis la caravane, les mains couvertes de graisse et de sueur. Bonjour, disais-je. Salut, fiston. Sa voix était basse et hésitante. Comment est le temps là-bas? Il pleut, papa. Il pleut toujours. C'est vrai. C'est vrai. Tu manges bien? Oui, papa. Je vais bien. Il y avait une longue pause. J'entendais la culpabilité l'étouffer. Il savait que je luttais dehors pendant que sa femme organisait des fêtes somptueuses pour ses liants. Il savait que l'héritage était une blague cruelle. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit de significatif, j'entendais le claquement distinct de la porte de la chambre s'ouvrant de son côté. Je dois y aller, Marc, chuchotait-il rapidement. Prends soin de toi. Et la ligne était coupée. C'était un homme bon, piégé par sa propre lâcheté. Il avait permis au monstre parce que c'était plus facile que de le combattre. Célian, en revanche, jouait dans son propre film. Il avait lancé une société de courtage en investissement dans le quartier d'affaires de la Défense, à Paris, en utilisant les 2 millions d'euros que grand-père lui avait laissés. De l'extérieur, il ressemblait à un prodige de la finance. Il portait des costumes italiens sur mesure. Il conduisait une voiture de sport louée et ses réseaux sociaux étaient un florilège de dîners coûteux et de vacances exotiques. Ma mère montrait ses photos à quiconque voulait les voir. Mon fils, le PDG, se vantait elle lors de ses déjeuners dans les clubs privés. Mais je suis un bâtisseur. Je sais comment regarder une structure et trouver les fissures cachées dans la fondation. J'ai gardé l'oreille au courant grâce à quelques anciens contacts que j'avais dans le secteur financier. J'ai entendu les murmures. Célian n'était pas un génie. Il était imprudent. Il surendettait l'argent de ses clients en poursuivant des startups technologiques à haut risque qui ne cessaient de s'effondrer. Il perdait de l'argent pour maintenir son style de vie. Sa firme était fondamentalement un jeu de dupes, déplaçant l'argent d'un compte à l'autre pour couvrir les pertes quotidiennes. Le Pantouz était fortement hypothéqué. Les costumes étaient achetés à crédit. L'enfant chéri était entièrement creux, juste un extérieur brillant couvrant un énorme gouffre de dettes. J'ai utilisé cette connaissance comme carburant. Chaque fois que je rencontrais un obstacle, chaque fois que la banque me refusait un prêt de construction standard parce que ma propriété était jugée trop risquée, je pensais juste au visage suffisant de Célian lors de la lecture du testament. Je n'avais pas besoin de banque standard. J'ai trouvé des financements alternatifs. J'ai utilisé le terrain lui-même. J'ai obtenu des subventions environnementales pour la restauration des zones humides. J'ai scié mon propre bois. J'ai coulé mon propre béton. J'ai posé chaque tuyau et tiré chaque fil. Au bout de la 3e année, la structure principale du lodge était en place. C'était un chef-d'œuvre de design durable. De hauts plafonds voûtés, des poutres en bois de récupération, des baies vitrées intelligentes qui s'adaptaient à la lumière du soleil et un système de chauffage géothermique. Au bout de la 4e année, j'avais construit 3 cabanes de luxe cachées dans la ligne d'arbres, chacune avec des jacuzzis privés et un accès au lac. Au bout de la 5e année, je l'avais ouvert comme un éco-retraite exclusive pour des particuliers fortunés qui voulaient une intimité totale. Milliardaires de la tech, auteurs, célébrités. Ils payaient des tarifs premium pour disparaître dans les bois. La cabane pourrie avait disparu. À sa place se dressait un domaine de 5 millions d'euros. Et le meilleur, c'est que personne dans ma famille n'en avait la moindre idée. Je les avais tous bloqués sur les réseaux sociaux il y a des années. Je ne leur ai pas envoyé de mise à jour. Je ne les ai pas invités à l'ouverture. J'étais un fantôme. J'aimais être un fantôme.
Mais les fantômes ne restent pas enterrés pour toujours. Finalement, quelqu'un vient chercher une hantise. Dans ce cas, la hantise est arrivée dans un SUV de luxe argenté sans invitation. C'est arrivé un mardi. Le lodge était entièrement réservé, mais il faisait calme. Mes clients paient pour le silence. J'étais dans le bureau principal, examinant une proposition d'achat de 20 hectares supplémentaires de l'autre côté du lac, lorsque les capteurs de sécurité du portail principal ont fait sonner mon téléphone. J'ai affiché le flux de la caméra. Un SUV Lexus argenté était à l'interphone. J'ai zoomé sur la plaque d'immatriculation. Plaque parisienne. J'ai zoomé sur le conducteur. C'était ma mère. J'ai ressenti une chute froide dans mon estomac. Je ne lui avais pas parlé depuis 3 ans. Comment m'avait-elle trouvé? J'ai rapidement effectué une recherche sur mon ordinateur. Il m'a fallu moins de 2 minutes pour le comprendre. 2 semaines auparavant, Architectural Digest avait publié un immense article de 10 pages sur les éco-resorts de luxe. Ma propriété figurait en couverture. J'avais insisté pour que le magazine ne mentionne pas mon nom de famille dans l'article, l'attribuant uniquement à Marc, visionnaire bâtisseur privé. Mais les photos du lodge, du lac et mon prénom suffisaient. Ma mère est obsédée par les magazines de luxe. Elle a dû le voir, faire le lien et décider de vérifier par elle-même. Je n'ai pas appuyé sur le bouton pour ouvrir le portail. Je l'ai observé à travers la caméra. Elle a appuyé agressivement sur le bouton de l'interphone. Bonjour, a-t-elle aboyé dans le haut-parleur. Ouvrez ce portail immédiatement. J'ai pris ma radio. Sécurité. Ici Marc. Laissez passer la Lexus argentée. Gardez un drone sur elle. Je suis sorti de mon bureau et me suis tenu sur les marches d'entrée du lodge principal. Le gravier a crissé alors que son SUV accélérait sur la longue allée sinueuse. Elle a claqué les freins juste devant l'entrée, soulevant de la poussière. La porte s'est ouverte et elle est sortie. Elle portait un manteau blanc ajusté et des lunettes de soleil noires. Elle a retiré ses lunettes et a levé les yeux vers l'immense charpente en bois du lodge. Elle a regardé les voitures coûteuses garées sur les places des invités. Elle a regardé le quai privé et l'eau immaculée. Je m'attendais à de l'étonnement. Je m'attendais à de la confusion. Peut-être même une infime fraction de fierté maternelle que son fils, qu'elle avait rayé comme un échec, ait construit un empire à partir d'un marécage. J'étais idiot de m'attendre à quoi que ce soit de vaguement humain. L'expression sur son visage n'était pas de la fierté. C'était de la faim. Une faim pure et vorace. Ses yeux parcouraient les lieux, calculant la superficie, analysant la qualité de la maçonnerie, estimant le tarif journalier des cabanes d'invités. Elle faisait une évaluation financière dans sa tête. Elle a lentement monté les marches jusqu'à l'endroit où je me tenais. Eh bien, a-t-elle dit, sa voix coupante. Il semble que tu aies gardé des secrets à la famille. C'est tout un petit projet que tu as monté. Ce n'est pas un projet, ai-je dit, ma voix plate. C'est mon entreprise et c'est une propriété privée. Elle a ricané, agitant une main dédaigneuse. Oh, s'il te plaît, ne sois pas dramatique. Tu es un Holloway. La propriété familiale est la propriété familiale. Elle m'a dépassé sans invitation et est entrée dans le grand foyer. Elle a passé sa main sur les canapés en cuir sur mesure. Elle a tapé ses longs ongles sur les comptoirs en granit. Cela fera parfaitement l'affaire, a-t-elle murmuré à elle-même. Oui, cela fera très bien l'affaire. Elle s'est tournée vers moi. Le masque de civilité est tombé complètement. Célian a des problèmes, Marc. Le marché a été impitoyable avec son entreprise. Il a besoin d'une victoire majeure. Il doit accueillir ses investisseurs de haut niveau pour une semaine de retraite afin d'obtenir un nouveau cycle de financement. Il ne peut pas se permettre la Côte d'Azur cette année. J'ai vu cet endroit dans le magazine et j'ai réalisé que c'était exactement ce dont il avait besoin. Il a l'esthétique parfaite. Il a l'air cher. Je l'ai regardé. Tu veux que je donne à Célian une semaine gratuite dans mon resort? Elle m'a regardé comme si j'étais stupide. Une semaine gratuite? Non, Marc. Tu ne comprends pas, Célian doit projeter la propriété. Il doit montrer à ses investisseurs qu'il bénéficie d'un soutien substantiel. Il va leur dire que c'est son domaine familial.
Il va les accueillir ici la semaine prochaine et tu vas transférer l'acte de propriété de ce bien au fonds fiduciaire familial Holloway afin qu'il ait les documents légaux pour le prouver s'il le demande. Mon cerveau a littéralement cessé de fonctionner pendant une seconde. L'audace était si astronomique qu'elle défiait toute logique. Tu veux que je cède une propriété de 5 millions d'euros que j'ai construite de mes propres mains à un fonds fiduciaire familial contrôlé par toi pour que Célian puisse prétendre qu'il la possède afin d'escroquer des investisseurs? Je ne veux pas que tu le fasses, a-t-elle dit, ses yeux devenant durs et venimeux. Je te dis de le faire et tu le feras parce que tu dois tout à cette famille. Avant même que je puisse assimiler l'insanité absolue de sa demande, la lourde porte en chêne s'est rouverte. J'avais été tellement concentré sur ma mère que je n'avais pas remarqué la deuxième voiture s'arrêter derrière la sienne, une berline noire. La porte s'est ouverte en grand, et oncle Thierry est entré. Il portait un costume mal ajusté et sentait les cigares éventés et l'eau de Cologne bon marché. Il tenait une épaisse enveloppe marron sous son bras. Il a regardé autour du lodge, sifflant doucement. Pas mal, garçon de la boue, a-t-il gloussé, frappant sa main contre le pilier en cèdre. Pas mal du tout. À qui as-tu volé l'argent pour construire ça? J'ai regardé de lui à ma mère. Sortez, ai-je dit. Tous les deux. Maintenant. Ma mère n'a pas tressailli. Thierry a juste souri et a jeté l'enveloppe marron sur mon comptoir de cuisine en granit. Tu devrais lire ça avant de commencer à donner des ordres, mon garçon, a dit Thierry, croisant les bras. J'ai marché et j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un document légal daté d'il y a 5 ans. C'était un avenant au testament de mon grand-père. J'ai parcouru le jargon juridique dense. Il m'a fallu 1 minute pour traduire le langage d'avocat en langage simple. Quand je l'ai fait, mon sang s'est glacé. Le document stipulait que les 16 hectares de terrain en Normandie m'avaient été légués sous une clause conditionnelle spécifique. La clause stipulait que si la propriété était un jour développée, commercialisée ou atteignait une valorisation dépassant 1 million d'euros, elle serait considérée comme un actif familial commun et soumise à une réclamation de 50% des capitaux propres par mon frère Célian Holloway afin d'assurer une distribution équitable de la richesse générationnelle. Au bas de la page se trouvait une signature. Ce n'était pas la signature de mon grand-père. C'était la signature de mon père. Gabriel Holloway agissant en tant qu'exécuteur testamentaire. J'ai levé les yeux. Ma mère souriait, un sourire froid et triomphant. Ton père l'a signé le lendemain de la lecture du testament, a-t-elle dit d'une voix douce. Il a toujours été un homme raisonnable quand je lui expliquais les choses clairement. Le terrain t'a été donné comme un passe-temps, Marc. Une œuvre de charité. Nous ne nous attendions jamais à ce que tu en fasses quoi que ce soit. Mais puisque tu as réussi à en tirer profit, il est juste que ton frère reçoive sa part légitime. La famille a financé ta petite expérience. Maintenant, la famille encaisse. J'ai fixé la signature de mon père. Je savais exactement comment elle l'avait obtenue. Elle l'avait intimidé, lui avait crié dessus, l'avait menacé jusqu'à ce qu'il signe juste pour qu'elle arrête. Elle avait transformé sa lâcheté en arme pour me tendre un piège des années avant même que je ne coule la première fondation en béton. Si tu ne signes pas l'acte de propriété pour le fonds fiduciaire d'ici vendredi, a continué ma mère sur un ton tout à fait conversationnel. Thierry ici a déjà engagé un cabinet d'avocats à Lyon. Ils gèleront tes comptes professionnels. Ils mettront un privilège sur cette propriété. Ils te liront au tribunal pendant les 10 prochaines années. Ton éco-resort fera faillite en payant les frais de justice avant même que nous n'arrivions à un règlement. Tu perdras tout, Marc. Ou tu peux être un bon frère, faire tes valises, laisser Célian prendre la relève de la retraite la semaine prochaine, et nous te donnerons un petit pourcentage des bénéfices pour te garder à l'aise dans un joli petit appartement quelque part. Thierry s'est approché et m'a tapoté l'épaule. C'était un toucher lourd et condescendant. Ne sois pas gourmand, mon garçon, a-t-il dit. Ton frère a besoin de ça pour sauver son entreprise. Sois un joueur d'équipe pour une fois dans ta vie. Mon esprit s'est emballé. Le document était probablement complètement illégal. Un avenant forcé signé par un exécuteur testamentaire sous la contrainte après la lecture du testament. N'importe quel bon avocat pourrait le démolir. Mais ma mère avait raison sur un point. Un procès gèlerait mes actifs. Cela tuerait mes flux de trésorerie. Le lodge dépendait de réservations continues et très rémunératrices. Si la propriété était bloquée par un litige, l'entreprise mourrait. Elle m'avait acculé et elle le savait.
J'ai regardé le document. J'ai regardé le visage suffisant de Thierry. J'ai regardé les yeux de ma mère brillants de victoire. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai canalisé chaque once de self-control que j'avais apprise au cours de 34 ans en tant que souffre-douleur de la famille. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas déchiré le papier. Je l'ai simplement plié soigneusement, l'ai remis dans l'enveloppe et l'ai glissé sur le comptoir vers elle. Je comprends, ai-je dit, ma voix dénuée de toute émotion. 48 heures. Le sourire de ma mère s'est élargi. Bon garçon, a-t-elle dit, ajustant son manteau coûteux. Tu vois, Thierry, je t'avais dit qu'il écouterait la raison. Elle a tourné les talons et s'est dirigée vers la porte. Fais nettoyer l'endroit d'ici jeudi après-midi, Marc. Célian arrivera avec son personnel pour préparer les invités. Ne laisse pas traîner tes bottes de travail sales. Elle est sortie. Thierry a suivi, riant doucement pour lui-même. Je me suis tenu dans mon lodge de 5 millions d'euros et j'ai écouté leur voiture crisser sur l'allée en gravier. Le silence dans le lodge après leur départ était absolu. Je suis resté complètement immobile pendant 5 minutes. J'ai laissé la colère m'envahir comme une vague froide, puis je l'ai laissé s'évanouir, ne laissant que la concentration pure et calculée. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient avoir déjoué l'entrepreneur stupide qui jouait dans la boue. Ils pensaient que j'étais le même enfant brisé qui était sorti du bureau de cet avocat il y a 5 ans avec rien d'autre qu'un acte de propriété d'un marais. Ils n'avaient aucune idée à qui ils avaient affaire. Je suis entré dans mon bureau, j'ai verrouillé la porte et j'ai pris mon téléphone. J'avais 48 heures pour démanteler tout l'empire factice de ma famille. J'ai passé 2 appels téléphoniques. Le premier appel était à Isabelle. Isabelle est une avocate immobilière de 60 ans à Lyon. Elle porte des costumes élégants. Elle ne supporte pas les imbéciles, et c'est l'esprit juridique le plus impitoyable que j'ai jamais rencontré. Elle m'a aidé à naviguer dans les lois de zonage lorsque j'ai construit le lodge. Isabelle a répondu au premier coup de fil. Marc, a-t-elle dit, sa voix nette. J'ai un problème, Isabelle, ai-je dit. Ma mère vient d'arriver avec un avenant postdaté frauduleux au testament de mon grand-père, signé par mon père. Elle menace de mettre un privilège sur le lodge à moins que je ne signe l'acte de propriété pour le fonds fiduciaire de Célian d'ici vendredi. Il y a eu une pause sur la ligne. J'ai entendu le bruit d'un clavier qui cliquetait rapidement. Envoyez-moi un scan du document, a-t-elle ordonné. Je le lui ai envoyé par email à partir des images de la caméra de sécurité que j'avais prise du papier sur le comptoir. Elle l'a examiné en silence. C'est de la foutaise, a-t-elle dit finalement. C'est complètement inapplicable. Un exécuteur testamentaire ne peut pas modifier les termes d'un actif distribué rétroactivement sans le consentement du bénéficiaire. Je peux faire annuler ça par un juge dès demain matin et les frapper d'une contre-poursuite pour extorsion. Non, ai-je dit, ne déposez rien. Laissez-les penser qu'ils ont le dessus. Je ne veux pas seulement défendre ma propriété, Isabelle. Je veux les écraser. J'ai besoin que vous sortiez le dossier du fonds fiduciaire fantôme. Isabelle a arrêté de taper. Êtes-vous sûr, Marc? Si nous ouvrons cette boîte, il n'y a pas de retour en arrière. Ouvrez la boîte, ai-je dit. Préparez les papiers d'ici jeudi. Apportez le notaire. Le fonds fiduciaire fantôme. C'était mon arme secrète. Ce que ma mère et Célian n'ont jamais su, ce que mon grand-père avait caché à tout le monde sauf à son avocat, c'est qu'il savait exactement qui était ma mère. Il savait qu'elle essaierait de voler tout ce qu'elle pouvait. Alors avant de mourir, il avait créé un fonds fiduciaire offshore, un fonds doté de 3 millions d'euros en liquidités intraçables. Il me l'a entièrement laissé avec une instruction spécifique. Il devait être utilisé uniquement si la famille essayait de me ruiner. Pendant 5 ans, je n'y ai pas touché un sou. J'ai construit le lodge avec des prêts commerciaux standards et ma propre sueur parce que je voulais prouver que je pouvais le faire moi-même. Mais il y a 6 mois, lorsque les rumeurs sur l'échec du courtage de Célian ont commencé à circuler, j'ai utilisé le fonds fiduciaire fantôme. Je n'ai pas acheté de voiture ou de montre. J'ai acheté de la dette. J'ai demandé à Isabelle de créer une société écran et j'ai systématiquement racheté la dette commerciale et personnelle que Célian devait à ses créanciers secondaires. Je possédais l'hypothèque de son Penthouse. Je possédais une ligne de crédit pour son entreprise. Je possédais littéralement l'enfant chéri et il n'en avait aucune idée. Mon deuxième appel a été à Damien.
Damien est un expert immobilier senior. Il est méticuleux. Il est incorruptible et il me doit une faveur parce que j'avais décelé un défaut structurel majeur dans sa propre maison construite 2 ans auparavant. Damien, ai-je dit, j'ai besoin d'une évaluation certifiée urgente du lodge. J'ai besoin de la valorisation finale imprimée, estampillée et reliée dans un dossier en cuir d'ici jeudi midi. Vous l'avez, Marc, a-t-il dit, quelle est l'occasion? Une expulsion, ai-je répondu et j'ai raccroché. J'ai passé les 48 heures suivantes à préparer la scène. Je n'ai pas fait une seule valise. Je n'ai pas bougé une seule paire de bottes de travail. J'ai appelé mon équipe de sécurité, un groupe d'anciens militaires hautement qualifiés que je garde en permanence pour mes clients de haut profil. Je leur ai dit de porter l'uniforme complet jeudi et d'attendre dans le bureau de sécurité jusqu'à ce que je donne le signal. J'ai installé le grand écran intelligent de 85 pouces dans le hall principal. J'ai chargé un fichier vidéo très spécifique sur une clé USB sécurisée et cryptée et je l'ai branché sur le système. C'était la police d'assurance que j'avais gardée pendant 2 ans. Un levier si radioactif qu'il réduirait la position sociale de ma mère en cendres. Je me suis tenu au centre du lodge alors que le soleil se couchait mercredi soir. Le bois brillait chaudement dans la lumière. Le lac à l'extérieur était parfaitement immobile. Le piège était tendu. L'appât était posé. Tout ce que j'avais à faire maintenant, c'était d'attendre que les rats franchissent la porte d'entrée. Le jeudi est arrivé exactement à l'heure. Le ciel au-dessus du lac était d'un gris ardoise couvert, menaçant la pluie. L'air était lourd et épais d'humidité. À l'intérieur du lodge principal, tout était impeccable. Les planchers en cèdre étaient polis. L'énorme cheminée en pierre était propre, et l'écran intelligent de 85 pouces était monté parfaitement encastré contre le mur du fond, se fondant dans les boiseries sombres. Je m'assis seul à l'immense dalle de chêne récupérée qui servait d'îlot de cuisine. Devant moi se trouvait une seule boîte noire à serrure robuste. À l'intérieur de cette boîte se trouvaient toutes les pièces de documentation nécessaires pour anéantir complètement l'empire creux que ma mère et mon frère avaient construit. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. À exactement 14 heures, les capteurs de sécurité du portail principal ont sonné. J'ai affiché le flux de la caméra sur ma tablette. Je m'attendais à voir la voiture de sport italienne louée de Célian rouler jusqu'à l'interphone. Je m'attendais à la peinture brillante et au rugissement de moteur odieux qu'il utilisait toujours pour annoncer sa présence. Au lieu de cela, j'ai vu un pick-up blanc robuste. Ce n'était pas un camion de luxe. C'était un modèle commercial de base loué, couvert de bouts de route et arborant une énorme bosse sur la portière passager. Le logo d'une agence de location bon marché était collé sur la vitre latérale. J'ai zoomé sur la cabine. Célian conduisait. Ma mère, Chloé, était sur le siège passager, l'air absolument furieux de l'état du véhicule. Sur la banquette arrière, je pouvais voir mon père, Gabriel, regardant ses mains et l'oncle Thierry regardant par la fenêtre. J'ai pris ma radio et j'ai dit au portail de sécurité de les laisser passer. Le portail s'est ouvert et le pick-up blanc loué a pétaradé sur la longue allée. Il semblait totalement hors de propos sur fond d'éco-resort de 5 millions d'euros. Il avait l'air désespéré. Il ressemblait exactement à ce qu'était Célian, une fraude. Je me suis dirigé vers l'entrée principale et j'ai poussé les lourdes doubles portes en grand. Je me suis tenu sur le porche, les mains dans les poches de mon jean en dénime foncé, attendant. Le camion s'est garé à l'emporte-pièce sur 3 places d'invités. Célian a coupé le moteur et est sorti. Il portait un costume bleu marine sur mesure avec une pochette en soie, mais le costume semblait froissé. Il avait l'air épuisé. Son visage était pâle, ses yeux injectés de sang et il avait des cernes sous les yeux qu'aucune quantité de soins de la peau coûteux ne pouvait cacher. Il transpirait malgré l'air frais du lac. Il a levé les yeux vers le lodge et, pendant une fraction de seconde, sa mâchoire est tombée. Ses yeux se sont écarquillés devant ce qu'il a vu. Il en avait entendu parler par notre mère, mais voir un domaine de plusieurs millions d'euros surgir du marais qu'il avait l'habitude de railler était clairement un choc pour son système. Il s'est rapidement remis, arborant son sourire arrogant caractéristique. Il a monté les marches en pierre, agissant comme s'il possédait l'air même qu'il respirait. Ma mère est sortie ensuite, vêtue d'une robe noire élégante et portant une bouteille de champagne millésimée. Thierry l'a suivie, se frottant les mains avec une anticipation gourmande. Mon père, Gabriel, a été le dernier à sortir du camion. Il a fermé la porte doucement et s'est tenu à l'arrière, regardant le sol. Il ne m'a pas regardé.
Il ressemblait à un homme marchant vers une exécution. Célian a atteint la dernière marche et s'est arrêté juste devant moi. Eh bien, a-t-il ricané en me regardant de haut en bas. Je dois admettre, petit frère, tu as fait un travail décent pour arranger la cabane debout. Les investisseurs adoreront l'esthétique rustique. Ça a une belle ambiance de col bleu charmante. Maintenant, remets les clés principales, les codes de sécurité et la combinaison du coffre-fort. Nous avons une équipe de traiteurs qui arrive dans 3 heures, et j'ai besoin que tu quittes la propriété avant qu'ils n'arrivent. Je ne veux pas qu'ils pensent que j'emploie des sans-abri. Ma mère s'est avancée à côté de lui, tenant la bouteille de champagne comme un trophée. Nous avons apporté cela pour célébrer le transfert de l'acte, a-t-elle dit, sa voix dégoulinant de fausse douceur. Thierry a apporté les papiers de transfert. Tout ce que tu as à faire, c'est signer sur la ligne pointillée, Marc. Et ensuite, tu pourras prendre ta petite boîte à outils et aller trouver un bel appartement abordable en ville. Nous paierons même ton premier mois de loyer parce que nous sommes de la famille et que la famille prend soin les uns des autres. J'ai regardé Célian. J'ai regardé ses chaussures coûteuses sur mon Porsche en pierre sur mesure. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas remis de clé. Je leur ai tourné le dos et je suis entré lentement dans le grand foyer. La porte est ouverte, ai-je dit par-dessus mon épaule. Entrez. Nous avons des affaires familiales à conclure. Célian a ricané, marmonnant quelque chose sous sa respiration à propos de mon attitude. Mais il m'a suivi à l'intérieur. Ils m'ont tous suivi. Ils sont entrés dans le vaste espace de vie, regardant autour d'eux comme des conquérants réclamant un nouveau château. Célian a immédiatement commencé à pointer du doigt les canapés en cuir sur mesure. Déplacez cela, a-t-il ordonné, sa voix résonnant dans la grande pièce. Je veux une longue table de conférence juste là et changer cette œuvre d'art. C'est bien trop déprimant. J'ai marché jusqu'à l'îlot de cuisine et je me suis assis sur un tabouret de bar juste à côté de la boîte noire. Je me suis versé un verre d'eau glacée. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé réorganiser mes meubles dans son esprit. Je les ai tous laissés s'installer confortablement dans leur délire. Puis j'ai fouillé dans ma poche et j'ai sorti une petite télécommande. Tu peux arrêter de décorer, Célian, ai-je dit, ma voix coupant son babillage arrogant. Tu n'accueilleras personne ici. Tu ne changeras pas les œuvres d'art et tu n'auras certainement pas les clés. Célian a arrêté de pointer. Il s'est retourné, son visage s'empourprant d'une colère soudaine. Excuse-moi, a-t-il claqué, faisant un pas vers l'îlot de cuisine. N'as-tu pas entendu, mère? Tu as une obligation légale de céder cette propriété au fonds fiduciaire familial. Thierry a les papiers. Si tu refuses, nous te ruinerons. Nous t'enterrons sous les litiges jusqu'à ce que tu nous supplies de la prendre. Ne joue pas à des jeux avec moi, Marc. Je n'ai ni le temps ni la patience pour ton attitude d'entrepreneur aujourd'hui. Ma mère a posé la bouteille de champagne sur le comptoir en granit avec un bruit sourd. Signe les papiers, Marc, a-t-elle exigé, sa voix laissant tomber sa fausse douceur et reprenant le ton administratif froid que je connaissais si bien. Ne fais pas de scène. Tu te rends ridicule. Je n'ai pas regardé les papiers que Thierry avait sortis de sa mallette bon marché. Je n'ai pas regardé ma mère. J'ai regardé directement l'écran de 85 pouces monté au mur. J'ai appuyé sur le bouton d'alimentation de la télécommande. L'écran massif s'est allumé. Le salon a plongé dans un silence tendu alors qu'une image apparaissait sur l'écran. Ce n'était pas un flux de caméras de sécurité. Ce n'était pas une présentation. C'était un enregistrement vidéo haute définition. L'horodatage dans le coin inférieur indiquait le 14 octobre 2022. Il y a 4 ans, dans la vidéo, l'arrière-plan était un bureau d'avocat impeccable surplombant le skyline de Lyon. Assis dans un fauteuil en cuir à haut dossier, face à la caméra, se trouvait mon père, Gabriel. À côté de lui était assise mon avocate, Isabelle, l'air aussi élégant et impitoyable qu'elle l'était toujours. Ma mère a fixé l'écran. La couleur a immédiatement commencé à disparaître de son visage. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle murmuré, sa voix soudainement fragile. « Gabriel, qu'est-ce que c'est » Mon père dans le salon n'a pas répondu. Il a juste continué à regarder ses chaussures, ses mains tremblant légèrement sur les côtés. Sur l'écran, Isabelle a parlé la première. « Veuillez indiquer votre nom et votre objectif pour le dossier. » Mon père dans la vidéo a regardé directement la caméra.
Sa voix était calme, beaucoup plus calme que je ne l'avais jamais entendue dans la vraie vie. Mon nom est Gabriel Holloway. Je suis l'exécuteur testamentaire de l'héritage Holloway. J'enregistre cette déclaration de ma propre volonté, sans contrainte, pour corriger une grave erreur judiciaire concernant l'héritage de mon fils, Mark. Célian a fait un pas en arrière, ses yeux allant de l'écran à sa mère. De quoi diable parle-t-il, a-t-il exigé. La vidéo a continué, il y a 3 ans, j'ai signé un avenant postdaté au testament de mon défunt beau-père qui attachait des clauses conditionnelles à la propriété de Mark. J'ai signé ce document sous une contrainte émotionnelle extrême et une menace directe de ma femme, Chloé Holloway. Le document est une fabrication complète conçue pour saisir illégalement des actifs à Mark s'il rendait un jour la terre rentable. Ma mère a agrippé le bord du comptoir en granit, ses jointures devenant d'un blanc pur. « Éteins-le » a-t-elle sifflé en me fixant. « Éteins ça tout de suite, Mark. C'est illégal. Tu ne peux pas l'enregistrer sans consentement. » Il a donné son consentement, ai-je dit doucement, prenant une gorgée de mon eau. Continue de regarder, mère. Ça va s'améliorer. À l'écran, Gabriel a tendu la main dans une lourde sacoche en cuir et a sorti une pile de documents financiers. Il les a posés sur le bureau devant Isabelle. Je soumets également au dossier légal des preuves absolues de fraude fiscale systématique et de détournement de fonds commis par Chloé Holloway. Au cours des 7 dernières années, elle a illégalement détourné plus de 1,5 million d'euros de l'entreprise de fabrication familiale Holloway. Manipulant les registres de l'entreprise pour acheminer l'argent vers des comptes offshore afin de financer la société de courtage défaillante de notre fils aîné, Célian. Le silence dans le lodge était absolu. Le seul son était la vidéo qui jouait et la respiration lourde et haletante de mon frère. La bouteille de champagne que ma mère avait posée sur le comptoir lui a soudainement échappé de ses doigts tremblants. Elle a frappé le sol en pierre et s'est brisée en 100 morceaux, le vin millésimé coûteux s'étalant autour de ses chaussures de créateur. Elle n'a même pas tressailli. Elle a juste fixé l'écran. Sa bouche légèrement ouverte, ses yeux écarquillés d'horreur absolue. Dans la vidéo, mon père a porté le coup de grâce. En tant qu'exécuteur testamentaire, j'exerce mon droit légal de révoquer de manière permanente toutes les revendications que Chloé ou Célian Holloway pourraient avoir sur la propriété de Normandie. Je dépose également ces documents financiers auprès d'Isabelle pour qu'ils soient conservés sous séquestre. Ils doivent être remis au service des impôts et à l'autorité des marchés financiers immédiatement si Chloé tente à nouveau d'extorquer Mark. J'ai échoué mon plus jeune fils toute sa vie. Je ne lui ferai pas défaut aujourd'hui. La vidéo s'est terminée. L'écran est devenu noir. Le lodge était mortellement silencieux. J'ai regardé ma mère. Elle semblait avoir été frappée par la foudre. La marionnettiste élégante et posée avait complètement disparu. À sa place se tenait une femme terrifiée, acculée, debout dans une flaque de verre brisé et de vin répandu. « Eh bien, ai-je dit, me penchant en avant, posant mes coudes sur le comptoir. Je suppose que le fonds fiduciaire familial va devoir trouver une autre propriété à voler. » Avant que quiconque ne puisse dire un mot, la lourde porte en chêne menant à mon bureau privé s'est ouverte. 2 personnes sont entrées dans le salon principal. La première était Isabelle, vêtue d'un tailleur-pantalon gris anthracite, tenant un épais classeur en cuir noir. Le second était Damien, l'expert immobilier senior, tenant un document certifié avec le sceau de l'État en relief sur la couverture. Célian s'est retourné, son visage un masque de pure panique. « Qui sont ces gens » a-t-il crié, sa voix se brisant. « Vous ne pouvez pas amener des étrangers dans les affaires de famille. C'est privé. »« Il n'y a pas d'affaires de famille, Célian, ai-je dit, me levant du tabouret de bar. Il n'y a que mon affaire, et vous êtes actuellement en train de violer ma propriété. » Isabelle s'est dirigée vers l'îlot de cuisine et a posé son classeur juste à côté de ma boîte à serrure. Elle a regardé ma mère avec un regard si froid qu'il aurait pu geler le lac à l'extérieur. « Chloé Holloway, a-t-elle dit, sa voix nette et professionnelle. Je suis Isabelle Vance, associée principale chez Vance et Sterling. Je représente les intérêts légaux et financiers de Mark. Le document que votre frère tient est légalement nul. Si vous tentez de le déposer, je remettrai personnellement les preuves de détournement de fonds que votre mari a fournies directement aux autorités fédérales. Vous ferez face à 5 à 10 ans de prison fédérale pour fraude électronique et évasion fiscale. » Thierry, qui se tenait près de la porte, a laissé tomber sa mallette bon marché sur le sol. Il s'est lentement reculé de ma mère, levant les mains comme pour se distancier physiquement de la retombée radioactive.
Je n'ai rien à voir avec ça, a-t-il balbutié, sa voix tremblante. J'ai juste conduit le camion. Je ne savais rien de la fraude. Damien s'est avancé et a placé son document certifié sur le comptoir. Et puisque vous semblez si intéressé par la valeur de cette propriété, a-t-il dit, regardant directement Célian, je suis Damien, expert immobilier senior. J'ai effectué une évaluation complète de tout ce domaine hier. Le lodge principal, les 3 cabanes d'hôtes, le quai privé et les 16 hectares environnants de zones humides commerciales restaurées sont officiellement évalués à 5,2 millions d'euros. La propriété est détenue entièrement par une société à responsabilité limitée privée, dont Marc est le seul propriétaire. Le fonds fiduciaire familial ne possède absolument rien ici. Célian a fixé le document comme s'il était écrit dans une langue étrangère. 5,2 millions, a-t-il murmuré, sa voix creuse. Non. Non, c'est impossible. Tu es un entrepreneur. Tu joues dans la boue. Tu n'as pas le capital pour construire un domaine de 5 millions d'euros. Tu as volé ça. Tu dois l'avoir volé. J'ai ri. C'était un son court et froid. Je n'ai rien volé, Célian. Je l'ai construit. Pendant que tu invitais des investisseurs à des dîners à 5 chiffres à crédit, je coulais du béton. Pendant que tu achetais des costumes sur mesure, je sciais du bois de récupération. Mais puisque nous parlons de capital, parlons du tien. J'ai fait un signe de tête à Isabelle. Elle a ouvert son classeur noir et a sorti une seule feuille de papier. Elle l'a glissée sur le comptoir en granit jusqu'à ce qu'elle s'arrête juste devant Célian. Depuis 2 semaines, a déclaré Isabelle, votre luxueux Penthouse à Paris a été officiellement saisi par le prêteur principal en raison d'un défaut sur une dette sur marge de 2,1 millions d'euros. Les comptes d'exploitation de votre société de courtage ont été gelés par l'autorité des marchés financiers en attendant une enquête sur des fonds clients manquants. Vous êtes complètement en faillite, Célian. Le visage de Célian est devenu complètement cendré. La sueur sur son front coulait sur le côté de son visage. Il a regardé frénétiquement notre mère. Maman, a-t-il supplié, sa voix petite et désespérée. Dis-leur qu'ils mentent. Dis-leur que le fonds fiduciaire va couvrir l'appel de marge. Tu as dit que tu avais la situation sous contrôle. Tu as dit que nous allions utiliser cet endroit pour obtenir le nouveau financement. Ma mère ne l'a pas regardé. Elle fixait l'écran de télévision vide, sa poitrine se soulevant. Elle était piégée. Des décennies de manipulation, des décennies de mensonges et de crimes financiers avaient toutes convergé vers ce moment unique. Et ce n'est même pas le meilleur, ai-je dit, sortant de derrière le comptoir. Je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai pointé l'allée vers le camion de location blanc et sale. Ce camion là-bas, celui avec lequel tu es venu. Isabelle a fait une vérification des antécédents sur le contrat de location ce matin. Je me suis retourné pour regarder Célian. Tu n'avais même pas l'argent pour louer un pick-up bon marché. Tu l'as loué en utilisant une carte de crédit volée dans le sac à main de notre mère. La même carte de crédit qui est sur le point d'être refusée quand la banque réalisera que tous les comptes familiaux sont gelés par l'enquête fédérale. Tu n'es pas venu ici pour organiser une retraite d'entreprise, Célian. Tu es venu ici pour te cacher de tes créanciers. Célian a trébuché en arrière, ses genoux frappant le bord d'un canapé en cuir sur mesure. Il s'est effondré dessus, se cachant le visage dans les mains. L'enfant chéri était complètement brisé. Son empire de boue avait finalement été emporté. L'atmosphère dans le lodge est passée de tendue à violemment instable. Célian était assis sur le canapé, ses mains tirant agressivement ses propres cheveux. L'exécutif de la finance parfaitement manucuré avait disparu. Il a levé les yeux vers ma mère, son visage tordu dans un mélange de panique et de pur venin. C'est de ta faute, a-t-il crié, sa voix résonnant sous les hauts plafonds en cèdre. Tu m'as dit que le fonds était sûr. Tu m'as dit que tu allais gérer la succession. Tu as détourné de l'argent dans ma firme, et tu n'as même pas couvert tes traces. Maintenant, les fédéraux vont auditer toute ma vie. Tu me ruines. Ma mère est sortie de son état figé. Elle s'est retournée contre lui, ses yeux brillant d'une fureur désespérée. Je t'ai ruiné, a-t-elle hurlé, faisant un pas vers lui. Ses chaussures coûteuses craquant sur le verre brisé. Je t'ai tout donné. J'ai volé de l'entreprise de mon propre mari pour maintenir à flot ta pitoyable entreprise parce que tu es trop stupide pour faire un vrai profit. Je t'ai acheté le Penthouse. Je t'ai acheté les costumes. Je t'ai remis un héritage de 2 millions d'euros et tu l'as réduit en cendres en 5 ans.
Tu es un échec, Célian. Tu l'as toujours été. C'était un beau contraste amer. Les deux personnes qui avaient passé toute leur vie à projeter une image de richesse et de supériorité sans faille se hurlaient maintenant dessus comme des animaux enragés au milieu d'une maison qu'elles avaient essayé de voler. Le masque n'était pas seulement tombé, il était brisé en morceaux. Ils se retournaient les uns contre les autres, se dévorant eux-mêmes. L'oncle Thierry s'approchait discrètement de la porte d'entrée. Sa mallette bon marché était toujours au sol. Il avait la main sur la lourde poignée de porte en laiton, essayant de s'éclipser inaperçu. « Je ne partirai pas encore, Thierry » ai-je appelé sans le regarder. Mon équipe de sécurité a verrouillé le portail d'entrée. Si vous essayez de vous enfuir, ils vous retiendront jusqu'à l'arrivée de la police. Asseyez-vous et taisez-vous. Thierry s'est figé, sa main retombant de la poignée. Il s'est précipité vers une chaise dans un coin et s'est assis, l'air terrifié. Puis mon père a bougé. Gabriel, qui était resté silencieux tout ce temps, qui avait passé 30 ans à se fondre dans le décor pour éviter la colère de sa femme, a lentement marché au centre de la pièce. Il a contourné le champagne renversé. Il a marché droit vers ma mère. « Chloé » a-t-il dit. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait un poids que je n'avais jamais entendu auparavant. Elle a tourné la tête brusquement pour le regarder, son visage tordu de rage. « Quoi » a-t-elle craché. « Vas-tu t'excuser de m'avoir trahi ? Vas-tu t'aplatir, Gabriel ? Tu le fais toujours. » Mon père l'a regardé. Il a regardé la femme qui avait terrorisé notre famille, qui avait systématiquement détruit mon enfance pour nourrir son propre ego. Il n'avait plus l'air effrayé. Il avait l'air incroyablement fatigué mais complètement en paix. « Je t'ai permis pendant 30 ans, Chloé » a-t-il dit, sa voix calme et posée. « Je t'ai laissé abuser de Marc parce que j'étais trop faible pour t'arrêter. Je t'ai laissé transformer Célian en monstre parce que c'était plus facile que de te combattre. J'ai signé ce faux avenant parce que j'étais un lâche. Mais il y a 2 ans, quand j'ai vu ce que Marc construisait ici, quand je l'ai vu faire exactement ce que ton père avait fait, construire quelque chose à partir de rien de ses propres mains, j'ai réalisé que je ne pouvais pas te laisser le détruire aussi. » Il a fouillé dans sa poche et a sorti une petite clé argentée. Il l'a laissée tomber sur le comptoir en granit à côté de la boîte à serrure. « J'ai demandé le divorce ce matin » a-t-il dit simplement. Les papiers ont été remis à la maison de Paris il y a 1 heure. Cette clé va à un petit appartement que j'ai loué de l'autre côté de la ville. Je retire mon nom des comptes familiaux. Je m'en vais. J'ai fini. Ma mère a fixé la clé comme si c'était un serpent venimeux. « Tu ne peux pas me quitter » a-t-elle murmuré, sa voix se brisant. « Tu n'es rien sans moi, Gabriel. » J'ai ma conscience, a répondu mon père en se détournant d'elle. Et pour la première fois en 30 ans, je peux regarder mon plus jeune fils dans les yeux. Il s'est approché de l'endroit où je me tenais. Il s'est arrêté à quelques mètres, regardant le sol. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, Marc » a-t-il dit doucement. « Je ne le mérite pas, mais je suis fier de toi. Je suis si fier de l'homme que tu es devenu malgré nous. » J'ai regardé mon père. J'ai vu les années de culpabilité gravées dans les lignes de son visage. J'ai hoché la tête une fois. « Merci, papa » ai-je dit. C'est tout ce que j'ai toujours eu besoin d'entendre. La dynamique de pouvoir dans la pièce avait complètement changé. Je n'étais plus l'entrepreneur paria défendant son marais. J'étais le roi du château, et il n'était que des intrus attendant leur jugement. J'ai fait un pas en avant, quittant la sécurité de l'îlot de cuisine. J'ai marché au centre de la pièce, me tenant directement entre mon frère en sanglots sur le canapé et ma mère en hyperventilation debout dans le vin renversé. J'ai regardé Isabelle. Elle a légèrement hoché la tête, refermant son classeur noir. Le piège légal était tendu. Les mâchoires d'acier s'étaient refermées. J'ai fouillé dans ma poche et j'ai sorti ma radio bidirectionnelle. « Sécurité, ici Marc » ai-je dit, ma voix froide et assez forte pour que tout le monde dans la pièce entende clairement. Escortez les invités hors de la propriété immédiatement. S'ils résistent, utilisez toute la force nécessaire pour les expulser pour intrusion. Bien reçu, chef. La voix est revenue à la radio. Nous arrivons. J'ai raccroché la radio à ma ceinture et je me suis tourné vers ma mère. Elle me regardait, les yeux écarquillés et sauvages. Marc, a-t-elle supplié, faisant un pas vers moi. Elle a tendu la main comme pour me prendre le bras,
mais j'ai reculé, dégoûté à l'idée qu'elle me touche. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle crié. Nous sommes ta famille. Je suis ta mère. Tu as un domaine de 5 millions d'euros. Tu peux nous aider. Tu peux payer la dette de Célian. Nous pouvons garder ça secret. Nous pouvons redevenir une famille. Je l'ai regardé. J'ai vu la pure panique et le désespoir dans ses yeux. C'était le même désespoir que j'avais ressenti quand j'avais 20 ans, gelant dans une cabane pourrie, suppliant la banque pour un prêt pendant qu'elle organisait des fêtes au champagne pour mon frère. Tu as exigé mon lodge en 48 heures, ai-je dit, ma voix dénuée de toute sympathie. Je te donne 48 secondes pour quitter ma propriété avant que mon équipe de sécurité ne te traîne physiquement par la porte d'entrée. Célian s'est levé du canapé, son visage rouge d'humiliation. Tu fais une énorme erreur, sale arrogant, a-t-il hurlé, pointant un doigt tremblant vers moi. Tu crois que tu as gagné? Le nom de la famille sera ruiné. Nous serons en faillite. Vous étiez déjà en faillite, Célian, ai-je répondu, m'avançant dans son espace personnel. J'ai juste allumé les lumières pour que tout le monde puisse voir les rats courir. Maintenant, sortez. Les lourdes portes d'entrée se sont ouvertes en grand et 3 grands hommes en tenue tactique sombre sont entrés dans le foyer. Ils étaient massifs, lourdement armés et avaient l'air incroyablement peu amusés. Le chef de la sécurité, un ancien militaire nommé Jacques, s'est avancé. Il est temps de partir, les amis, a dit Jacques, pointant son pouce vers la porte. Allons-y. L'oncle Thierry n'a pas eu besoin qu'on le lui dise 2 fois. Il a attrapé sa mallette bon marché et s'est précipité par la porte devant les gardes, sans jamais regarder en arrière. Célian a regardé les gardes, réalisant qu'il n'avait absolument plus aucun levier. Ses épaules se sont affaissées. Tout le combat était parti de lui. Il ressemblait à un ballon dégonflé. Il a lentement marché vers la porte, ses chaussures coûteuses traînant sur le sol. Ma mère a été la dernière à bouger. Elle est restée là, regardant autour du magnifique lodge. Les hauts plafonds voûtés, les immenses fenêtres, la cheminée en pierre flamboyante. Elle regardait tout ce qu'elle avait essayé de voler et tout ce qu'elle avait perdu définitivement. Elle m'a regardé une dernière fois. Il n'y avait pas d'excuse dans ses yeux. Seulement un ressentiment amer et toxique. Tu regretteras ça, Marc, a-t-elle chuchoté, sa voix dégoulinant de poison. Tu mourras seul ici dans les bois. Je préfère les bois, ai-je dit en lui tournant le dos. Les arbres ne mentent pas. Jacques a fait un pas vers elle. Madame, allons-y. Elle s'est retournée et est sortie. Mon père l'a suivie, mais avant de sortir, il m'a regardé en arrière et a fait un petit signe de tête triste. Puis il est sorti dans l'après-midi gris. Je me suis tenu près de l'immense bail vitré et je les ai regardés partir. Il avait commencé à pleuvoir, une averse normande froide et forte. J'ai regardé Célian essayer de démarrer le camion de location bon marché. Il a toussé 2 fois avant que le moteur ne prenne enfin. J'ai regardé ma mère assise sur le siège passager, regardant droit devant elle, se faisant tremper alors que Célian se débattait avec les essuie-glaces. Ils ont lentement descendu la longue allée sinueuse, le camion blanc disparaissant dans la forêt épaisse et verte. Les portails en fer se sont refermés derrière eux avec un grand bruit métallique, les enfermant hors de mon monde pour toujours. Le reste de la soirée a été calme. Isabelle et Damien sont partis après avoir pris une tasse de café de célébration. J'ai dit à l'équipe de sécurité de rester en état d'alerte élevé pour la semaine prochaine. Mais je savais au fond de moi que ma mère et mon frère ne reviendraient pas. C'étaient des lâches. Ils ne se battaient que lorsqu'ils pensaient avoir le dessus. Face à la réalité de la prison fédérale et de la ruine financière absolue, ils passeraient l'année suivante à se déchirer, essayant de survivre aux débris de leur propre fabrication. Je me suis réveillé tôt le lendemain matin. La tempête était passée pendant la nuit, laissant l'air incroyablement frais et sentant le pain humide et la terre fraîche. Le soleil commençait tout juste à se lever sur le lac, projetant une brillante lumière dorée sur l'eau. J'ai enfilé mes bottes de travail usées, une lourde chemise en flanelle, et je me suis versé une tasse de café noir. Je suis sorti du lodge principal et j'ai descendu le chemin en bois vers le quai privé. L'eau était parfaitement immobile, reflétant les grands sapins sur la rive opposée. Je me suis tenu au bout du quai, tenant ma tasse chaude, respirant l'air froid et pur. J'ai entendu des pas derrière moi sur les planches de bois. Je ne me suis pas retourné. Je savais qui c'était. Mon père s'est approché et s'est tenu à côté de moi.
Il tenait une tasse de voyage. Il portait un vieux pull que je n'avais pas vu depuis des années. Il a regardé le lac. C'est beau ici, a-t-il dit, sa voix calme. Paisible. Il a fallu beaucoup de travail pour le rendre paisible, ai-je répondu, prenant une gorgée de mon café. Il a hoché la tête lentement. Je sais. Je retourne à Lyon cet après-midi. Mon avocat dit que le divorce sera compliqué, mais Isabelle va m'aider à protéger ma pension. Chloé essaie déjà de blâmer son comptable pour la fraude fiscale. Célian fait face à un énorme procès de la part de ses investisseurs. Ce sera un bain de sang. Laissez-les se saigner, ai-je dit, fixant l'horizon. Ce n'est plus notre problème. Il s'est tourné pour me regarder. Non, ça ne l'est pas. Tu as bâti un empire à partir de rien, Marc, tu nous as tous prouvé le contraire. J'espère juste que tu ne laisseras pas la colère te transformer en quelque chose de dur. Ne les laisse pas te faire arrêter de faire confiance aux gens. J'ai regardé mon père. J'ai vu les années de culpabilité gravées dans les lignes de son visage. J'ai souri légèrement, le premier vrai sourire que j'avais ressenti depuis des jours. Je fais confiance aux gens qui construisent des choses, papa, ai-je dit. Je fais confiance aux gens qui ne fuient pas quand le toit s'effondre. Tu es le bienvenu ici à tout moment. La cabane d'invités au bord du lac est toujours ouverte pour toi. Les yeux de mon père se sont remplis de larmes. Il les a clignés rapidement, s'éclaircissant la gorge. J'aimerais ça, a-t-il dit doucement. J'aimerais vraiment ça, mon fils. Nous sommes restés là ensemble, regardant le soleil monter plus haut dans le ciel. Le lodge de 5 millions d'euros se dressait derrière nous, une forteresse construite à partir du rejet et du travail acharné. La cabane pourrie n'était plus qu'un lointain souvenir. La dynamique familiale toxique était définitivement brisée. Parfois, être rayé du testament est le plus grand héritage que l'on puisse jamais recevoir. Cela vous oblige à réaliser que vous n'avez pas besoin de leur permission pour réussir. Vous avez juste besoin d'un morceau de terre et de la volonté de creuser. C'est ainsi que mon histoire se termine. Mon frère fait face à la faillite et à une éventuelle peine de prison. Ma mère lutte contre une enquête fédérale et un divorce qu'elle n'a jamais vu venir. Et je me prépare à commencer la construction d'un deuxième éco-resort à 80 km plus haut sur la côte.